Que euh, cela peut leur- conforter la petite idée qui monte, un petit bruit qui dirait que même le Congo n'a pas voté pour Firmin Matoko. Mais écoute, ça me fait rigoler. Au moment même, j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps où j'ai dit, mais finalement, M. Matoko n'a été voté que par les deux pays de ses parents, c'est-à-dire son père du Congo et sa mère du Vietnam. J'ai entendu dire qu'il y a le Vietnam et peut-être le Congo aussi. Mais si tu me dis vraiment que le Congo n'a pas voté pour Matoko, alors Enfin, là, c'est un petit bruit qui court, hein, mais qu'on peut c'est te... possible, hein, c'est possible, de toutes les façons. Ben, qui devait voter au Congo là? C'était qui le représentant du Congo qui devait voter? Mais si Sassou Nguesso est rentré un peu dans dans cette fumisterie, c'est la fumisterie. C'est un fumiste, ce monsieur-là. Il est fumiste parce qu'il est capable de faire ça, de casser quelqu'un de cette manière-là et aussi en l'humiliant. C'est une humiliation. Oui, Georges Goma, vous avez dit, c'est très grave, mais malheureusement, c'est une opération, ou ce sont des opérations, puisque désormais, on s'attaque aux taxi-motos, on va en parler tout à l'heure. Ah, La population a adhéré finalement à ces opérations, il faut le dire comme ça, mais est en train de non, saluer ces opérations qui, malheureusement, peuvent aussi, on peut analyser ça comme ça, les délits, comme on appelle ça, délits de sale gueule, c'est-à-dire ben dès oui. lors que vous avez une coiffure bizarre, vous êtes assimilé à un bébé noir, vous avez le tatouage, vous êtes assimilé à un bébé noir, et il y a déjà des bavures dans ce sens. Mais curieusement, une bonne partie de la population soutient ces opérations. Ben, écoute, Christian, déjà, je vous avais lancé un concept très, très beau d'ailleurs, hein, très beau, mais qui est très, très grave aussi, quand vous dites un délit de sale gueule. Le délit de sale gueule, je tiens cette expression-là de Jacques Chirac. Donc, quand vous parlez, quand on voit évidemment les jeunes du Congo-Brazzaville avec cette histoire de... Mais bien sûr que c'est un délit de sale gueule. Il vous a pas échappé que c'est mon domaine, ça. C'est de la sociologie, ça. Ce sont des mécanismes de stigmatisation qui sont arbitraires et aussi déshumanisants, qui sont déshumanisants. C'est déshumanisant quand on, le délit de sale gueule. Hein? Donc, c'est la méthode actuelle du régime en place qui, comme ça, comme on l'a dit, tue des jeunes sur la base des apparences physiques. C'est ça qu'il est question. Il y a d'autres personnes qui sont censées être punies. D'accord, ils n'ont pas tort, il faut les punir. Mais il y a d'autres personnes qu'on n'est pas censé tuer. Leur punition n'est pas censée être la mort. Parce que ces personnes-là, ils n'ont pas la capacité de tuer une personne ou de couper même quelqu'un à la main. Tout ce qu'ils font de mal, c'est peut-être prendre des choses illicites ou peut-être en vendre. Eux, ils ne doivent pas être tués. Ils doivent peut-être être arrêtés. Ce sont des gens qui peuvent encore revenir sur le droit chemin. On tue les jeunes sur la base physique, sur des tatouages. Mais on ne sait pas que les tatouages ici, en Europe, ça devient à la mode. Donc on va attraper une personne parce qu'il a un tatouage. C'est parce qu'il a un tatouage qu'il est un koulouna, un bébé noir. Mais non, soyons sérieux. C'est très mauvais. Hein? C'est très mauvais d'utiliser ce type de méthode dans un pays. Évidemment, Georges Goma, je parlais évidemment de ce délit de sale gueule, parce qu'évidemment, hein, on a constaté, et souvent c'est des préjugés, puisqu'aujourd'hui, l'opération a pris une autre tournure. La DGST s'intéresse désormais, je l'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu, aux taxi-motos. Ah, La raison évoquée, c'est que les bébés noirs utiliseraient les taximotos. Donc, alors, comme ils utilisent les taximotos désormais, voilà, tout motard qui n'a pas sa documentation nécessaire pour justifier évidemment euh, l'acquisition de sa moto, la moto est brisée, elle est détruite. en se comportant de cette façon-là, ben, les jeunes, au fond, ne sont plus perçus comme des sujets de droit, Christian Perrin, mais comme des corps à éliminer, voilà, des figures de danger. Aller casser les moyens de travail dont ces jeunes-là utilisent pour essayer de survivre dans un régime qui leur a bouché complètement leur horizon.
qui a pris la volonté, hein. Il faut dire les choses comme il se passe, comme il se trouve, Christian Perrin. C'est une volonté manifeste de boucher l'avenir des jeunes, de les condamner à l'oisiveté, de les condamner à la pauvreté et de les condamner à la criminalité. Il faut que les gens arrivent à bien faire cette corrélation-là, Christian Perrin. Ben, ils diront Vous que ne vous donnez êtes en pas de train travail aux jeunes, ceux qui nous suivent, hein, il y a une partie de la population congolaise mais qui non, mais va il de faut dire aider. vous êtes en Il train faut de aider. défendre les bébés noirs. C'est ce qu'ils vont Mais dire. non, non, on ne défend pas les bébés noirs. Il faut qu'ils s'arrêtent avec cette instrumentalisation. Nous avons toujours dit que les bébés noirs, c'est des criminels. Mais dans un état de droit, les criminels sont appréhendés et donnés devant la justice de la République. On n'a jamais dit qu'on allait soutenir les bébés noirs. Mais si les gens nous suivent, il faut qu'ils comprennent une fois de plus, je le redis encore, les bébés noirs sont une émanation du régime en place. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un régime prenne toute une année à dire que c'est l'année de la jeunesse et qu'il n'y a aucun emploi qui est créé pour cette jeunesse-là et ils courent à tuer cette jeunesse-là parce que c'est la même jeunesse. Ils ont des petites copines, ils ont des enfants qui naissent, ils ont besoin de vivre également au quotidien en tant que tels. Mais si vous leur donnez pas ça, vous leur fermez complètement cette perspective-là, alors que ce n'est pas l'argent qui manque au pays. L'argent, ils dilapident l'argent, des milliards et des milliards qui sont en train de dilapider. Le conseil exécutif de l'UNESCO a élu le nouveau directeur général de cette organisation lundi 6 octobre dernier, l'Égyptien Khaled El Enani, qui a remporté l'élection par 55 voix sur 57 exprimées contre, deux seulement pour le Congolais Firmin Matoko. Dans ce dossier, nous allons analyser la duplicité de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi avoir sacrifié la notoriété de ce grand cadre congolais? Nous aborderons également les dérivés de l'opération Zéro bébé noir en République du Congo, où la DGAC s'intéresse désormais aux taxis moto. Des dossiers des demandeurs d'emploi à la fonction publique ont été retrouvés jetés dans une poubelle. Quelle lecture faire d'une telle administration publique? Voilà pour l'essentiel de ces 60 minutes de décryptage avec Georges Goma Gakissa. Bonjour Georges. Bonjour Christian, merci de m'inviter encore, hein. On n'a pas arrêté de jaser ces derniers temps. C'est nécessaire pour la République. Alors, Georges Goma, docteur en sociologie, professeur à l'Université du Québec à Rimouski. L'ancien ministre, disais-je tout à l'heure, les antiquités du tourisme égyptien, Khaled El Enani, a été élu DG de l'UNESCO à la suite d'une élection face au Congolais Firmin Édouard Matoko, un cadre brillant, tout le monde le reconnaît, homme de culture qui a travaillé durant 30 ans dans cette organisation. Les Congolais se demandent qu'est-ce qui peut expliquer non pas son échec, mais beaucoup plus le score, 55 voix sur 57 contre 2 seulement pour le Congolais. Avant de vous faire réagir, je vous propose de suivre un extrait d'un reportage sur le soutien apporté par Denis Sassou Nguesso au candidat égyptien. C'était en mars 2025. Suivez. La République du Congo a officiellement annoncé son soutien à la candidature de Khaled El Enani, nommé par l'Égypte, au poste de directeur général de l'UNESCO pour les années 2025-2029. Auparavant, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdulati, s'est rendu à Brazzaville pour transmettre un message du président Abdel Fattah Hassi à son homologue congolais. Cette décision renforce les efforts diplomatiques de l'Égypte pour obtenir le soutien international à la candidature d'El Enani. Georges Goma, des résultats donc qui nécessitent une analyse aussi bien politique que culturelle.
Euh, alors, vous avez suivi, dans cette vidéo, il est annoncé que Denis Sassou Nguesso avait officiellement annoncé son soutien au candidat égyptien. Est-ce que cette duplicité n'a-t-elle pas pesé contre le candidat congolais? Écoute, Christian, merci de m'accorder encore la parole pour parler un peu de cette actualité politique et de politique internationale également. Et ça nous permet, nous aussi, Christian Perrin, de continuer à expliquer notre vision de la politique au Congo-Brazzaville depuis 1997, que nous le disons. J'aimerais bien reprendre cela tout le temps, que depuis 1997, nous avons refusé Denis Sassou Nguesso parce que nous savions comment est-ce que Denis Sassou Nguesso a voulu revenir au pouvoir, a créé enfin, a fait un coup d'État avec beaucoup de destruction et beaucoup de morts. Et depuis 1997, nous sommes accrochés à cette vision et les personnes qui nous suivent, je pense que les personnes qui nous suivent, qui sont quelque peu sérieux, comprennent très bien le sens de notre bataille. Alors, revenons un peu à cette histoire de la débâcle de monsieur, d'un grand cadre, d'un grand expert, n'est-ce pas, des affaires internationales, que nous avons soutenu avec beaucoup de force parce que nous savions que monsieur Matoko était un très, très, très bon cadre. Et puis, ben, bien sûr, l'élément que tu viens de balancer, que je vois pour la première fois, Christian, je n'ai pas vu cet élément, je ne savais même pas qu'il y a 5 mois de cela, en mars, je l'ai noté ici, en mars, 7 mars 2025, Monsieur Denis Sassou Nguesso avait reçu le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdoulati, qui était venu solliciter le soutien de Denis Sassou Nguesso par rapport au candidat égyptien, M. El Enani. Ça, je ne le savais pas. Et M. Et Denis Sassou Nguesso, d'ailleurs, beaucoup des Congolais le découvrent probablement. voilà. Et on voit bien la duplicité de la personne, le caractère profond, de destructeur, on peut le dire de cette manière-là, le caractère éminemment destructeur de M. Denis Sassou Nguesso, qui est venu, qui lui a donné, n'est-ce pas, le quitus que le Congo soutiendrait M. El Enani. Et comment peut-on comprendre que tout d'un coup, comme ça, là, alors le Congo sort M. Matoko, alors que Denis Sassou Nguesso a donné dans son quitus son accord pour El Enani, Khaled El Enani. Ça montre aux Congolais la vraie nature de la personne qui gouverne, qui gouverne au Congo-Brazzaville. On ne peut pas comprendre que la chose se soit passée comme ça. Mais avec la réflexion, avec ces données qui sont là, ce sont des données probantes, ça, Christian Perrin. Avec des données comme ça, mais ça, chacun, quand même, il faut qu'au Congo, nous soyons quand même un peu plus intelligents que cela, de comprendre un peu cette duplicité de Denis Sassou Nguesso. Mais il ne suffit pas de constater la duplicité de Denis Sassou Nguesso. Il faut donner sens à cette duplicité. Qu'est-ce que ça veut bien dire au fond? Mais moi, ce qui me vient à l'esprit avec ces données-là, c'est de dire que M. Matoko a été sacrifié. Ah, c'est un sacrifice. Ils font des sacrifices humains, je sais très bien, mais ça, c'est un sacrifice presque symbolique, là. Monsieur Matoko, finalement, je me demande, mais comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé au niveau, n'est-ce pas, de l'establishment au Congo-Brazzaville? Comment Monsieur Matoko est sorti comme ça, là? Est-ce que c'est lui-même qui a eu l'idée de vouloir compétir? Est-ce que c'est au sein du régime et M. Matoko, disons les choses comme ça. Il ne faut pas passer tourner autour du pot là. La façon dont la politique au Congo est menée, surtout avec M. Denis Sassou Nguesso, en fait, c'est une politique éminemment tribaliste. Tribaliste. Combien de fois ils n'ont pas taxé Pascal Lissouba sur son fameux livre qu'il avait écrit, La tribu Clan. On a frappé alors avec une force incroyable sur Pascal Lissouba, alors que
à lire le livre de Pascal Lissouba, il n'y avait pas du tribalisme là-dedans. Il était parti d'une observation qui est tout à fait réelle, que quand une personne appartenant à une région est au pouvoir et autour de lui, il y a des personnes qui viennent de sa région, à peu près dans ce sens. Je n'ai pas très lu avec beaucoup d'attention ce livre-là, mais regardez un peu ce que M. Denis Sassou Nguesso fait. Quel usage il fait de la tribu. Regardez les forces de l'ordre aujourd'hui et regardez les effectifs dans l'armée. C'est à 80 à 90% des gens qui viennent de sa région. Et ça ne se cache pas puisque chaque fois qu'on a des nominations, il faut voir un peu la consonance des noms. Il y a quand même une sociologie de chez nous, une linguistique de chez nous qui nous permet quand même de savoir à peu près un tel nom, c'est de telle ou telle région. Et ça, nous le savons très bien. Donc, j'ai bien peur, Christian Perrin, je peux me tromper, hein, que les Congolais m'excusent. Mais parce que Non, mais c'est là, une nous avons quand même... réalité, bien qu'on n'en parle pas assez. Mais Georges, on Ah revient non, sur il un faut en aspect. parler. Vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est la question que les Congolais se posent, parce que de toute façon, une élection, il arrive qu'on perde une élection, c'est tout normal, mais on aurait bien voulu que ce soit un score du type 42 sur 15, par exemple, on aurait compris, mais là, 55 contre 2 voix. Et lorsqu'on observe ce qui s'est passé, le candidat égyptien avait commencé sa campagne depuis 2 ans. 2 ans. Venant de OK. le rappeler, parmi ceux qui ont soutenu cette candidature, il y a Denis Sassou Nguesso. Et vous vous êtes posé d'ailleurs la question de savoir, mais qu'est-ce que Firmin Matoko est venu encore faire dans cette affaire? Et vous disiez d'ailleurs que c'était une stratégie pour sacrifier un Ben, grand cadre congolais. Et donc, évidemment, moi, je reviens sur est-ce que ça peut s'expliquer? Est-ce qu'au niveau de... Bon, encore, c'est une question que j'allais adresser à Firmin Matoko. N'avait-il pas lui-même compris ou vu comment il était en train d'être sacrifié? Parce que lorsque manipulé, vous commencez, instrumentalisé ou un ben, truc comme bien ça. entendu, puisque sa candidature a été annoncée combien de mois avant l'élection? Quelques 4 mois, 5 mois, par là? Mhm. Oui, quelque chose comme ça, Christian. Quelque chose que... Est-ce Mais que en tout cas, lui-même la n'avait pas question... perçu ça, que ce n'était pas possible de gagner une telle élection? Ben, écoute, moi, je n'en sais rien. Moi, c'est M. Matoko qui doit répondre à cette question. Mais un peu ce que nous pouvons, l'analyse que nous pouvons faire de loin, tout en nous réservant aussi la possibilité de nous tromper, hein, parce qu'il faut être quand même dans cet Pour être environnement-là pour relatif, bien oui, bien sûr, comprendre oui, tout à fait, oui. les enjeux, comment ça se fait. On n'est pas dans cette cuisine-là, mais de loin quand même, on continue à s'interroger comment est-ce que M. Matoko a dû, n'est-ce pas, se laisser instrumentaliser à ce point. Si on lui donne l'autre à 2 ans de 2 ans de campagne campagne, et, oui. et lui, il a 4 ou 5 ou 6 mois de campagne, et est-ce que M. Matoko était au courant que Sassou avait déjà donné son quitus pour El Nani? Ça, c'est quand même des éléments qui pouvaient quand même lui permettre d'avoir une approche beaucoup plus nuancée de la chose, plutôt que de se jeter un peu pieds et mains liés dans une stratégie que Denis Sassou Nguesso seul est le seul à savoir. Et je parlais un peu de son tribalisme à fleur de peau là. Mais écoutez, j'ai entendu par-ci par-là aussi qu'il y avait du réfifi là-dedans. Quand on a parlé de Matoko, que c'est un type un Bakongo, une fois de plus, un type du Sud, ils ressortent toujours. Hein. Il faut dire des choses comme ça, puisque ça reste dans leur agir politique. Et quand ils font leur stratégie, ils prennent ça comme une donnée fondamentale. L'appartenance, n'est-ce pas, régionale ou que sais-je encore. Ça, pour eux, nous condamnons cette approche-là, mais pour eux, c'est un élément concret qui leur permet de conserver le pouvoir. Oui, mais Le Georges, clivage est-ce que cela peut conforter nord-sud. la petite idée qui monte, un petit bruit qui dirait que même le Congo n'a pas voté pour Firmin Matoko? Mais écoute, ça me fait rigoler. Au moment même, j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps où j'ai dit, mais finalement, M. Matoko n'a été voté que par les deux pays de ses parents, c'est-à-dire son père du Congo et sa mère du Vietnam. J'ai entendu dire qu'il y a le Vietnam et peut-être le Congo aussi. Mais si tu me dis vraiment que le Congo n'a pas voté pour Matoko, alors Enfin, là, c'est un petit bruit qui ça court, serait- hein, c'est mais mais qu'on peut c'est possible, hein, c'est possible, de toutes les façons. Ben, qui devait voter au Congo là?
c'était qui le représentant du Congo qui devait voter? Mais si Sassou Nguesso est rentré un peu dans cette fumisterie, c'est la fumisterie. C'est un fumiste, ce monsieur-là. Il est fumiste parce qu'il est capable de faire ça, de casser quelqu'un de cette manière-là, et aussi en l'humiliant. C'est une humiliation. Parce que, tu sais, quand j'ai dit aussi que d'une manière ou d'une autre, j'étais dans la plateforme qui soutenait M. Matoko. Mais j'étais tellement confiant. S'il avait au moins été battu par la moitié, alors ça m'aurait fait peur, ça m'aurait fait mal, au fond. Mais comme il est battu à plate couture de cette manière-là, ça me fait tellement plaisir, ça me fait tellement plaisir, parce qu'au fond aussi, on peut le dire aussi, hein, c'est la diplomatie congolaise qui est mise quand même à rude épreuve, non? Si on peut voir un peu sous cette lunette-là aussi. L'échec de Évidemment, Matou. mais quelle lecture peut-on donc faire de la diplomatie congolaise face à ces résultats? Mais attends, Christian Perrin, la lecture qu'on peut faire de la diplomatie congolaise à partir de cet événement où le Congo-Brazzaville a porté à bras le corps, a montré à tout le monde que Matoko, c'est son candidat. Ils ont mis un budget faramineux en route. On a vu les ministres se balader par-ci, papillonner partout, par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas? En réalité, je n'en sais rien. C'est encore une façon de voler peut-être l'argent, tout en sachant que non, mais au fond, ils n'ont pas de chance en tant que tels. Ils se sont papillonnés partout. Et bien, on se demande. Donc, la diplomatie congolaise est vraiment réduite à sa portion congrue, là. Il n'y a plus rien, la diplomatie. C'est un échec cuisant de la diplomatie congolaise. Parce que, vous savez, à mon observation, depuis le retour de Denis Sassou Nguesso, il avait deux choses. Il arrive au pouvoir, il a la situation intérieure à dompter, hein? Tu vois ça, Christian? À dompter la situation du Congo-Brazzaville, mais il a réussi allègrement à dompter la situation du Congo-Brazzaville puisqu'il s'est imposé avec la violence d'État, avec la force. Il tue quand il faut tuer, il intimide quand il faut intimider, il fait tout. Et les Congolais, aujourd'hui, on se demande si les Congolais sont capables, évidemment, de se lever et de dire non à Denis Sassou Nguesso. Donc, il a réussi sur le plan intérieur. Maintenant, le plan intérieur, il y avait le plan extérieur aussi. Ça, c'était un combat pour Denis Sassou Nguesso. Et on a vu aussi comment est-ce qu'il a voulu dompter aussi la situation internationale. Mais la situation internationale, on l'a vu hein, quand Trump est arrivé pour la première fois. Vous rappelez qu'il voulait rencontrer Trump. Le premier président a rencontré Trump en 2020 ou je ne sais pas, quand Trump a été élu. Mais nous avons fait un travail en Amérique du Nord jusqu'à ce que Sassou et sa femme et son fils soient arrivés aux États-Unis et ils sont repartis la queue entre les jambes parce que nous avons bousculé l'état-major de Trump à l'époque avec sa fille où nous avons envoyé des éléments pour dire que ce type-là, il n'est pas sérieux. Voilà ce qu'il fait. Donc voilà, il voulait dompter aussi la... Et puis dans cette volonté de vouloir dompter la relation internationale, mais il s'est tellement, comment je peux dire ça, il a même jeté sa dignité par terre. Vous voyez comment la corruption a corrompu tout le monde. En Afrique, il est allé corrompre en Guinée, en Côte d'Ivoire et tout cela. C'est chaque fois qu'il est Oui, devant il a réussi même à corrompre les hauts fonctionnaires du Fonds monétaire du international. C'est FMI. l'affaire Ben, Yaya. bien sûr, mais là aussi, Christian, c'est pas des choses à cacher puisque nous faisons des choses clairement. Nous le faisons ouvertement et nous disons à Sassou Nguesso que nous n'aimons pas votre système. Vous êtes mauvais pour le Congo-Brazzaville. Vous êtes mauvais même pour votre propre famille. Vous êtes mauvais pour les générations à venir de votre famille parce que vous ne vous souciez pas du tout de votre descendance. Après vous, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et c'est pas moi qui ai posé la question au palais de justice, c'est Nyanga Bwala qui l'a dit. Que viendront les Mboshi? Que deviendront les Mboshi? Mais c'est la question, elle est pertinente. Elle est posée autour de Denis Sassou Nguesso. Donc voilà, au Mais, niveau international, il a échoué. Voilà, je vais terminer par là, Christian, je vous en parce prie, que c'est oui. très important pour bien comprendre la personne. Au niveau international, M. Denis Sassou Nguesso a complètement échoué et que ce qui s'est passé avec Matoko est le symptôme de cet échec cuisant de monsieur de la diplomatie de Denis Sassou Nguesso. Et c'est la même diplomatie qui l'emmène en Asie centrale, un peu partout, à aller avec tout le monde. Et puis dans ce mouvement-là, il s'est corrompu. L'argent du Congo, si on pouvait avoir une audite sérieuse
sur l'argent que Denis Sassou Nguesso utilise pour la corruption, rien que la corruption, mais on aura le tournis. On aura le tournis. C'est-à-dire qu'avec cet argent-là, s'il fallait développer le Congo, je pense que le Congo serait plus que Dubaï. Je suis désolé de dire, mais si cet argent était investi dans le progrès du Congo avec des projets qui tiennent la route, je vous assure que le monde entier pourrait envier le Congo-Brazzaville. C'est un échec de la diplomatie. Donc, au Congo-Brazzaville, à l'intérieur, c'est un État déchu, même s'il reste là avec la force. Mais les institutions de la République sont complètement par terre, puisque même la police et la gendarmerie sont incapables de réduire la portée des bébés noirs ou les koulounas depuis plus de 10 ans maintenant. On l'a dit la dernière fois, Christian, mais il faut qu'on redise ces choses-là pour que même les gens qui sont au Congo-Brazzaville, qui parfois nous critiquent pour ne pas vouloir les opérations de M. Oboa, mais il faut qu'ils le comprennent un peu là. Il faut qu'ils le comprennent comme cela. Voilà, Georges Goba, vous avez déjà amorcé le deuxième volet, venons-en, donc l'opération Zéro bébé noir en cours en République du Congo. Vous avez certainement lu aussi le communiqué du ministère de l'Intérieur, communiqué numéro 220-MID-DGSACC-DC OMM du 7 octobre 2025. Je vais faire lecture pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation informe l'opinion nationale et internationale que dans la nuit du 24 au 25 septembre 2025, le corps sans vie de M. Alain Roger Koumou Obambi, de son vivant, président, directeur général de la société Oil Trading Engineering, a été retrouvé à son domicile, assis au quartier La Frontière à Brazzaville. Une enquête a sitôt été ouverte par les services du commandement des forces de police. Les investigations menées ont abouti à interpeller, 7 auteurs présumés. C'est très intéressant. 7 auteurs présumés de ce crime crapuleux. Je reprends pour la 3e fois. Ces enquêtes menées ont abouti à l'interpellation de 7 auteurs présumés de ce crime crapuleux. Confus par les preuves assemblées, ces derniers ont reconnu sans hésitation les faits. Là aussi, j'insiste, ces derniers ont reconnu sans hésitation les faits au cours de leur interrogatoire. C'est le communiqué du ministère de l'Intérieur, bien sûr. Ils sont au cours de déferment auprès de Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville pour les suites judiciaires. Il convient de souligner que ces criminels sont pour la plupart connus des services de police pour des faits antérieurs. D'accord ? Parmi eux figure un militaire en désertion et un évadé de la maison d'arrêt de Madingou ayant participé à l'assassinat du secrétaire général du département de la Bouenza en 2021. Et donc, ces criminels ont été présentés devant la justice par le procureur de la République Okongakala, que je vous propose de suivre avant de vous faire réagir. Suivez. L'affaire de l'assassinat d'Alain Roger Obambi est en voie d'être élucidée. Le procureur de la République s'est saisi du dossier ce 9 octobre, accompagné du commandant territorial de la force de police Okongakala, conduit les présumés criminels au domicile de la victime, exécuté dans la nuit du 24 au 25 septembre. L'heure est à la restitution des faits. Mercredi, tu s'entends le bis tout. Vers 0 heure. Nous nous sommes retrouvés à minuit au stade Massamba Débat en compagnie du chauffeur qui avait dissimulé l'immatriculation du véhicule. Une fois arrivés sur place, nous avons escaladé le mur A4 et dans l'enceinte de la parcelle, nous avons pu maîtriser d'abord le gardien avant de le ligoter à l'aide d'un tissu servant de couverture de fauteuil. Parmi les présumés criminels figure un policier qui a fourni des témoignages détaillants sur cette opération nocturne ayant conduit à la mort tragique de la victime. L'un de nous
lui a mis un coussin sur le visage pour l'étouffer et éviter qu'il puisse crier. Sans ses préoccupations, la victime n'a cessé de s'agiter. Nous étions contraints d'accomplir notre opération, étant donné qu'il criait fort et que le poste de police de la frontière était à proximité de son domicile. J'étais positionné à l'arrière pour surveiller le gardien. Comme ses cris étaient trop résonnants, j'ai dû monter. Et lorsque je suis arrivé dans la chambre, la victime avait déjà rendu l'âme par asphyxie. Au regard de l'extrême gravité des faits, je décide d'engager des poursuites à leur encontre pour les faits de vol aggravé et meurtre, suivant la procédure de crime flagrant, conformément aux dispositions des articles 295, 304, 379, 386 du Code pénal et 55 du Code de procédure pénale. Alors, Georges Goma, peut-on finalement parler de la théâtralisation de la justice congolaise ou une justice à double standard finalement? Parce que dans le même temps, nous avions déjà traité ce sujet sur ce même plateau, des jeunes délinquants présumés, non pas qu'ils sont attrapés sur les faits, mais supposés avoir posé des actes délictueux dans le passé, sont en train d'être abattus à bout portant, sans procès. On vient, on vous prend dans votre lit, on vous sort dans la rue, devant la foule, devant femmes et enfants, on vous abat. Dans le même temps, on a cet autre présumé criminel du frère d'Obambi, et ceux-là qui ont même reconnu les faits, sans hésitation. Le communiqué dit sans hésitation. Ceux-là, on les défère devant la justice. Qu'est-ce que ça Bon, peut vouloir dire? ben, écoute, Christian, il y a beaucoup de choses à dire en même temps. Mais nous l'avons dit dès le départ que ce qu'ils appellent les bébés noirs, Christian, les Koulouna, mais c'est une émanation de ce régime-là. Comment est-ce que les gens ne peuvent pas le comprendre? Comment voulez-vous comprendre qu'en 2015, on l'a dit et on l'a redit, et j'aimerais que M. Mungala, quand il prend la parole, qu'il revienne là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous a dit en 2015? Qu'est-ce qui a justifié le changement de la Constitution de 2015? C'est de faire avancer les institutions de la République. Mais comment est-ce que ces institutions ont été avancées, ont été, n'est-ce pas, davantage structurées en tant que telles, si je peux m'exprimer ainsi? Mais pas du tout. Prenons simplement les deux institutions qui sont impliquées ici, même les trois institutions. Je veux dire tout simplement la police et la gendarmerie et la justice, vous avez évoqué M. Okongakala, qui continue avec sa déthéâtralisation, puisqu'on voit les reconstitutions. Mais d'accord, les reconstitutions, c'est une péripétie dans la démarche globale d'un système en tant que tel. Mais il faut qu'on voit autre chose que les reconstitutions. Quel est l'impact réel de ce travail-là? On ne peut pas comprendre que depuis plus de 10 ans, que les bébés noirs en question aient prospéré dans Brazzaville aux yeux, au su et au vu, à la barbe de la police et de la gendarmerie. Mais il y a des éléments qui montrent aussi qu'on trouve des éléments dans la police qui sont en même temps des bébés noirs et en même temps dans la police. Donc, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans le fonctionnement de ces institutions-là. Ils sont même dans Si, l'appareil Christian, je te judiciaire. donne par cet élément-là. Les bébés noirs sont aussi Les dans bébés l'appareil noirs, judiciaire, oui. voilà, les bébés noirs. Et puis, vous l'avez dit aussi, voilà une institution qui est éminemment rattachée à la grande muette, c'est-à-dire à l'armée. Comment est-ce qu'ils peuvent se substituer aux institutions qui s'occupent, n'est-ce pas, de l'ordre dans le pays, voilà, le respect de l'ordre dans le pays. On ne peut pas comprendre cela. Et encore un autre élément, vous l'avez évoqué, la direction de la sécurité présidentielle sort quand on a attaqué l'un des leurs. Mais ça, c'est quand même un élément très important. Cela veut dire que si M. Obambi n'avait pas été attaqué,
par les bébés noirs, puisque à l'arme blanche aussi, c'est la même arme blanche qu'ils ont utilisée pour massacrer ce pauvre monsieur. Paix à son âme, j'ai du respect pour sa mémoire. Mais ce sont donc ils ont utilisé les armes blanches ou l'arme blanche là pour le faire. Mais vous leur avez donné un élément ici qui montre qu'ils ont reconnu. Ils ont reconnu. Donc non seulement si on n'avait pas attaqué M. Obambi, ce qui veut dire que les Koulouna allaient continuer à perpétuer, n'est-ce pas, Perpétuer, oui. des exactions sur la population. Et on l'attaque, Donc je vous pardon, c'est juste un petit détail aussi important, Georges. On l'attaquait le jour où il rentrait du deuil j'allais dire, d'un parent de Denis Sassou Nguesso. Donc, Ah, d'un parent. Donc, il y a l'information qui a circulé, hein? L'information a circulé. Ils se connaissent. Et vous comprenez très bien que quand on met les choses bout à bout, je reviens encore rapidement sur la démarche la démarche de reconquête de pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Au temps de Lissouba, on a bien vu M. Denis Sassou Nguesso demander aux gens, donnez-moi vos enfants, on va reprendre le pouvoir contre Lissouba qui veut vous tuer. Mais ces gens-là, les Cobras ont opéré comment? Mais les Cobras ont opéré comme des milices, non? Monsieur Oboa, le général, hein, qui devient au centre, tout j'ai même vu, il a été intronisé par son père. Donc, vous voyez un peu, on est dans cet état violent, dans les institutions de l'état violent, où monsieur Oboa commence à apparaître comme une personne qui pourrait incarner le pouvoir après Denis Sassou Nguesso. Mais ça, ce sont des éléments qu'on nous met à notre disposition. C'est à nous d'analyser. Quel message on veut faire passer par là? Donc, M. Oboa devient, parce qu'il a eu le courage d'aller tuer ces jeunes-là, et il devient comme ça, voilà, on prend de l'épaisseur parce qu'on a la capacité de tuer les Congolais, et surtout des jeunes. Et ces jeunes-là, je suis désolé, mais les bébés noirs aussi, j'ai entendu, je l'ai lu quelque part aussi, que c'est surtout les jeunes des quartiers nord. C'est des jeunes de quartier nord. Pas fondamentalement des quartiers sud. J'ai entendu des gens dire que, ah, vous au quartier sud, restez tranquilles. Ne leur donnez pas des raisons pour faire ce qu'ils ont l'habitude de faire sur nous. Vous voyez, quand ils ont tapé à Bakongo là-bas, c'est celui qui était ministre là, celui qui disait, Eza Likamba Mabele, Likamba Mabele, hein, Likamba Mabele, comment on l'appelle ce monsieur Mouton, qui a fait le ministre Mouton. Voilà, mais c'est ce ministre-là qu'on a vu quand la télévision, les chaînes étrangères, la presse étrangère est allée à Bakongo pour savoir comment les ninjas sont rentrés dans Bakongo. C'est lui qui parle à Bakongo. Il dit que nous étions surpris, on nous attaquait, mais il n'habitait pas à Bakongo, lui. Il avait d'ailleurs, il s'était présenté sous un faux nom, un certain Malonga, alors qu'il ne s'appelle pas Malonga. Alors, donc, vous comprenez comment le système est fait, non? Depuis ce lundi matin, ils sont des milliers d'habitants des quartiers sud de Brazzaville à fuir leur maison pour s'installer plus au nord, le temps que la situation s'apaise. Ils n'ont souvent pris que le strict nécessaire et espèrent retourner chez eux rapidement. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. On est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même, quoi. Oui. Et là, vous allez où? Et là, on va nulle part, on ne sait même pas là où aller, À l'aube ce lundi et durant plusieurs heures, des combats ont opposé des assaillants non identifiés aux forces de l'ordre congolaises dans les quartiers de Bakongo, Mayanga et Makelekele, acquis à l'opposition. Selon nos observateurs présents sur place, la mairie de Makelekele a été incendiée, mais aussi son commissariat, tout comme celui de Sangolo, un quartier voisin. Depuis, le calme est revenu. Des centaines de militaires et de policiers ont été envoyés en patrouille. Ces violences interviennent dans un contexte post-électoral tendu. La réélection du président Denis Sassou Nguesso le 20 mars dernier est contestée par plusieurs groupes d'opposition. Certains ont d'ailleurs appelé à la désobéissance civile.
La Cour constitutionnelle étudie en ce moment les résultats de ce scrutin en vue de leur validation. Il a fait des koulouna depuis très longtemps. Il a fait des malfrats depuis très longtemps. Il a fait des menteurs depuis très longtemps. Ce monsieur-là est un exemple. Il a été récompensé, non? Il a été récompensé, il était ministre. Donc, soyons quand même sérieux que M. Denis Sassou Nguesso a un compte à régler avec les jeunes de sa propre région ou des quartiers nord de Brazzaville en ce moment. C'est un grand problème, là. Il veut éteindre toute contestation. Vous savez, on vous a parlé certainement de la génération Z aujourd'hui. Mais la génération Z, ce sont des jeunes qui sont nés à partir de 1995 jusqu'à 2010. Voilà ces jeunes à qui on a fermé, n'est-ce pas, un avenir, pas seulement au Congo, un peu ailleurs aussi, parce que le mouvement est planétaire par rapport à ces jeunes-là. Mais c'est des jeunes qui sont futés sur le numérique, là. Ils maîtrisent pas mal de choses. Vous voyez comment on a fait au Népal. Le Parlement incendié, des ministres pourchassés, une vingtaine de personnes tuées et 400 blessés. Au Népal, la Gen Z renverse le gouvernement. Touché par une crise politique profonde, le pays de 30 millions d'habitants a sombré dans le chaos depuis ce lundi. On remonte au jeudi 4 septembre, le gouvernement népalais ordonne alors le blocage de 26 réseaux sociaux, dont Facebook, YouTube, X et LinkedIn, qui ne s'étaient pas enregistrés auprès de lui dans les délais, conformément à une nouvelle législation. La population, elle, accuse ses dirigeants de vouloir l'empêcher de dénoncer leur corruption dans un pays gangréné par un fort taux de chômage. Plus de 20% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Bref, la colère de millions d'usagers est immédiate. C'est ce lundi matin que commencent à se réunir des milliers de jeunes dans les rues de Katmandou et d'autres villes du Népal. Au soir de ces violences, le Premier ministre ordonne le rétablissement des plateformes concernées et l'ouverture d'une enquête indépendante sur les conditions d'intervention de la police. La colère de la population, elle, ne retombe pas. Ce mardi, bravant un couvre-feu, des centaines de manifestants incendient le Parlement népalais au cœur de Katmandou. Un peu plus tôt, dans une lettre transmise à la presse, le Premier ministre K.P. Sharma Oli, figure politique nationale depuis près de 60 ans, avait annoncé sa démission. Dans la foulée, son domicile privé est ciblé par les flammes et saccagé. L'homme de 73 ans, visage emblématique de l'élite très critiquée du pays, aurait été exfiltré par des hélicoptères dépêchés par l'armée népalaise. De nombreuses autres figures politiques sont ciblées. D'après les agences de presse locales, Rajalami Chitrakar, la femme d'un ancien Premier ministre népalais, aurait été enfermée dans sa maison en feu. La femme serait décédée des suites de ses blessures un peu plus tard ce mardi. Le ministre des Finances aurait quant à lui été poursuivi dans la rue et jeté à l'eau. D'autres dirigeants ont été attaqués à leur domicile, à l'instar de la ministre des Affaires étrangères. Les Népalais, les jeunes Népalais ont foutu en l'air tout un régime qui était kleptocrate, qui était dictatorial, qui était autoritaire et tout le tralala. Vous voyez comment ils se fouillaient là. Il y a une corde sous un hélicoptère pour ne pas se faire avoir par les jeunes. Mais ça va continuer, hein, vous savez. Quand ça commence comme ça s'arrête pas. Et en tout cas, on a vu au Maroc aussi, ça a été bousculé. Et aujourd'hui ou hier, là, c'est à Madagascar où le président malgache est en fuite en ce moment. L'armée acclamée par la population. Le CAPSAT, c'est le camp militaire où sont stockées les armes et les munitions de l'armée. Ce matin, dans une vidéo publiée sur Facebook, le colonel Michael Rangianirin a appelé toutes les forces de l'ordre, armée, police et gendarmerie, à rejoindre la population malgache et à désobéir aux ordres de leur hiérarchie. C'est le moment pour nous de prendre nos responsabilités pour sauver le pays. Militaires, policiers, gendarmes, unissons-nous. Empêchez les avions de quitter le territoire. Et pour ceux qui ne vont pas nous rejoindre ici au camp, n'acceptez pas les ordres des chefs de tirer sur vos amis. Fermez votre portail, n'écoutez plus les ordres des chefs, mais attendez nos instructions. Après l'appel des militaires du CAPSAT, de nombreuses personnes ont laissé exploser leur joie dans les rues d'Antananarive devant des militaires indifférents. On va gagner le combat parce que le CAPSAT est derrière nous. Les militaires ont redonné espoir au peuple. On les remercie car ils ont eu le courage de protéger le peuple. Les militaires sont revenus de notre côté. Mon coq va combattre le président s'il ne veut pas s'en aller. On ne veut plus de toi, monsieur le président. Va-t'en.
En début d'après-midi, le colonel Randjianirine, acclamé par la foule, rencontre le général Rakoutson, le chef d'état-major de l'armée de terre. Tout sourire, le colonel assure qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Pourtant, en 2009 déjà, le CAPSAT était la première caserne militaire à rallier Anjradzoeln, ce qui avait abouti au coup d'État. On répond à la sollicitation du peuple malagasy en fait. Après les répressions de la gendarmerie, on essaie de montrer au peuple malagasy que l'armée existe encore. On répond à la sollicitation, à l'appel du peuple. Il n'y a pas de coup d'État. Donc c'est cette génération Z-là qui, à un moment, au Congo-Brazzaville, dira que non, ben écoutez, on ne va pas continuer à se faire... Mais Georges Goma, pardon de vous couper comme ça. Pardon, Georges Goma, est-ce que ce n'est pas en prévention de cette révolution de la génération Z que finalement Oboe est sorti pour traumatiser, entretenir la terreur, pour apeurer ces jeunes, puisque ce bruit commençait aussi à courir dans Brazzaville, où tout le monde était d'accord de dire pour un changement radical, il faut procéder probablement par une révolution populaire. Aucune société ne peut indéfiniment étouffer la souffrance de sa majorité sans en payer le prix. L'accumulation des injustices, salaires impayés, services publics défaillants, insécurité permanente, mépris des dirigeants, agit comme une braise courant sous la cendre, invisible aux yeux de ceux qui gouvernent, mais prête à embraser le pays au moindre souffle. Privé d'espoir et de moyens de survie, le peuple finit toujours par transformer sa résignation en revendication, puis sa faim en révolte. Bien sûr que si, mais j'ai tendance à vous donner raison avec cette fenêtre analytique de la chose. Mais absolument. Le régime de M. Denis Sassou Nguesso, il sait très bien qu'il est en mauvaise posture en ce moment. Mais de toutes les façons, le traumatisme, c'est un élément d'une méthode qui est bien reconnu, c'est-à-dire les régimes autoritaires, dictatoriaux, utilisent toujours l'intimidation pour traumatiser les gens. Ben, absolument. Ils sont en train de tout faire pour pousser ces jeunes à ne pas prendre action. Et vous savez très bien que M. Denis Sassou Nguesso le sait lui-même aussi. Les jeunes, les cobras qui l'ont amené au pouvoir, ceux qui se sont fait, les gros bras là, qui commençaient à faire du bruit autour de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il procède toujours par leur élimination systématique. On a connu les chiens méchants, on a connu les Willy Mansanga, on a connu tout ce monde-là. Quand M. Denis Sassou Nguesso voit que non, mais là tu peux déranger vraiment, il t'élimine systématiquement. Et ces jeunes-là, c'est emboulé pour M. Denis Sassou Nguesso. Parce que les jeunes des quartiers nord et les jeunes des quartiers sud, ils sont tous logés à la même enseigne, personne n'a le travail. 2024, qu'est-ce que M. Denis Sassou Nguesso dit? C'est l'année pour la jeunesse. On va créer des emplois et des emplois. Et moi, ils sont ressortis encore avec leur rhétorique mensongère de la création. On va créer. Mais attends, depuis 42 ans, vous dites vous allez créer, vous ne créez rien, vous détruisez ce qui existe. M. Denis Sassou Nguesso a démantelé toutes les usines que les autres avaient fait en place, qui pouvaient être capables d'embaucher des jeunes, donner un avenir aux jeunes. Moi, je me dis non. La première question est celle de savoir quelle est la cause de ces phénomènes. Deuxièmement, pourquoi, en dehors de mesures militaires et sécuritaires, pourquoi pas avoir de mesures d'octroiement de l'employabilité ou bien des demandes, des engagements mentaux sur savoir leur situation. On a vu les Koulouna, on a vu voilà. On a vu tout à l'heure là, les ninjas là au pool. Mais on les a recrutés dans l'armée. Hein? L'État congolais a recruté des voyous des ninjas. Ils ont recruté des voyous de cocoy. Même là, l'idiot de Toumi en train de marcher de gauche à droite là dans les villes là. Personne l'a arrêté. On lui a collé un mandat d'arrêt. Il n'a pas répondu. C'est même la même justice qui va demander pour être candidat. Non, entre nous, soyons dits. Donc la DGST, c'est une institution de gens qui sont vides à la tête pour... Ils se servent pour faire profiter la tuerie et semer la terreur avant les élections 2026.
Donc pour moi, mon avis, je vous dis mon frère, ça soit la aucune institution sécuritaire a le droit de commettre le génocide au Congo. Ça c'est un génocide. Mais attendez, quand vous aurez pris le pouvoir, vous allez comprendre c'est quoi le génocide. Il y aura ceux qui vont voyager ici sans qu'on l'interpelle. Donc, il faut que les gens comprennent aujourd'hui qu'il faut arrêter maintenant de se faire instrumentaliser par un régime qui est sans foi ni loi. Un régime éminemment violent. Ici, quand un État se substitue à la justice, c'est très, très, très grave, M. Cresson-Perrin. C'est très grave qu'un État se substitue à la justice. Oui, Georges Goma, vous avez dit c'est très grave, mais malheureusement, c'est une opération, ou ce sont des opérations, puisque désormais, on s'attaque aux taxi-motos, on va en parler tout à l'heure. La population a adhéré finalement à ces opérations, il faut le dire comme ça, et de saluer ces opérations qui, malheureusement, peuvent aussi, on peut analyser ça comme ça, les délits, comme on appelle ça, délits de sale gueule, c'est-à-dire dès lors que vous avez une coiffure bizarre, vous êtes assimilé à un bébé noir, vous avez le tatouage, vous êtes assimilé à un bébé noir, et il y a déjà des bavures dans ce sens. Mais curieusement, une bonne partie de la population soutient ces opérations. Ben, écoute, Christian, déjà, je vous avais lancé un concept très, très beau d'ailleurs, hein, très beau, mais qui est très, très grave aussi, quand vous dites un délit de sale gueule. Le délit de sale gueule, je tiens cette expression-là de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui est opposé à Lionel Jospin et ainsi de suite. Et Lionel Jospin pense avoir le vent en poupe, il est dans un avion, on l'interroge et parler de Chirac et tranquillement comme ça, oh ben oui, mais Chirac, il est vieux, il est vieux. Donc on profite, on prend des facteurs discriminants comme ça pour réduire l'autre, la dignité de l'autre. Et Jacques Chirac de reprendre la parole, de dire, ben oui, ben, et ça l'a coûté hein, à Jospin, il est encore vivant aujourd'hui. S'il nous suit, il se rendra compte que c'est bien parce qu'il avait évidemment insulté, n'est-ce pas, Chirac à l'époque, d'être vieux, d'être vieux. Et Jacques Chirac l'a repris, mais c'est le délit de sale gueule, le délit de sale gueule. Et ça avait frappé mal sur Jospin jusqu'à perdre une élection. Donc, quand on voit évidemment les jeunes du Congo-Brazzaville avec cette histoire de... Mais bien sûr que c'est un délit de sale gueule. Il ne vous a pas échappé que c'est mon domaine, ça. C'est de la sociologie, ça. Ce sont des mécanismes de stigmatisation qui sont arbitraires et aussi déshumanisants, qui sont déshumanisants. C'est déshumanisant quand le délit de sale gueule. Hein? Donc, c'est la méthode actuelle du régime en place qui, comme ça, comme on l'a dit, tue des jeunes sur la base des apparences physiques. C'est ça qu'il est question. Très récemment, bon, il y a à peine 2 jours, on dirait, la DGSP a fait une descente, non, avant-hier, a fait une descente dans le quartier Diata. Et dans le quartier Diata, apparemment, ils ont tué un mec. Bon, je sais pas ils ont tué combien de personnes, mais moi, je connaissais un. Bon, je connaissais 2 et l'autre, on est parti avec lui. Je ne sais pas s'il est encore en vie ou il est mort. Mais celui qu'on a retrouvé son corps au marché Mochi, je le connaissais. Et perso, c'est un mec, il était étudiant. Il aimait la musique. Il aimait pour lui la musique. C'est vrai qu'il prenait un peu tout ce qui est illicite, qui est bien interdit au pays. Donc, c'est un truc qu'il ne devait pas prendre, qu'il n'est pas censé prendre. Et ça avait un peu déformé son visage. Mais personnellement, j'ai vécu à Diata. Je connais le mec. J'ai jamais écouté qu'il a coupé quelqu'un, qu'on l'attrape avec une machette, qu'il a fait je sais pas quoi. Mais sur Facebook, j'ai vu beaucoup des noms qu'on l'a donné, Sa Majesté, je sais pas quoi. Il y a d'autres personnes qui sont censées être punies. D'accord, ils n'ont pas tort, il faut les punir. Mais il y a d'autres personnes qu'on n'est pas censé tuer. Leur punition n'est pas censée être la mort. Parce que ces personnes-là, ils n'ont pas la capacité de tuer une personne ou de couper même quelqu'un à la main. Tout ce qu'ils font de mal, c'est peut-être prendre des choses illicites ou peut-être en vendre. Eux, ils ne doivent pas être tués. Ils doivent peut-être être arrêtés. Ce sont des gens qui peuvent encore revenir sur le droit chemin. Ils ne peuvent pas connaître la mort. C'est vrai, j'ai fait des vidéos pour féliciter la DGSP. Bon, je comprends maintenant certaines personnes qui se plaignent. Je ne me plaignais pas avant parce que je n'avais pas encore vu quelqu'un qu'on a tué que je connaissais personnellement. Mais là, je le connais.
Je le connais et je sais pas, je suis dans le quartier, je n'ai jamais entendu où on l'a attrapé là-bas, ils ont coupé quelqu'un, ils ont dévalisé la maison de quelqu'un, tout ce que je savais, c'est que le mec, il prenait peut-être des tramadol, vu son visage, la manière que son visage était devenu, donc je pouvais dire qu'il prenait des tramadol et tout. Mais vraiment, qu'il arrive sur le point de tuer des gens, vraiment, je suis pas sûr. Je suis même pas sûr. Et ça n'en valait pas la peine qu'il perde sa vie. Il était étudiant, il y a son père qui comptait sur lui, il a des sœurs, des frères qui comptaient sur lui. Donc, il pouvait encore revenir sur le droit chemin. On tue les jeunes sur la base physique, sur des tatouages. Mais on ne sait pas que les tatouages ici, en Europe, ça devient à la mode. Donc, on va attraper une personne parce qu'il a un tatouage. C'est parce qu'il a un tatouage qu'il est un Kuluna, un bébé noir. Mais non, soyons sérieux. Les cicatrices aussi, on nous a parlé des cicatrices. Mais on ne va pas dire que parce qu'il a une cicatrice. Peut-être qu'un meuble est tombé sur ma figure et c'est suffisant pour que je sois devenu un Kumona parce que j'ai une cicatrice. Mais ça, Oui, c'est vraiment, ça renvoie à des pratiques abjectes de la répression éthique même, on peut le dire, ethnique et sociale en tant que tel, Christian Perrin. On ne peut pas, un régime, un pouvoir, une république ne se dirige pas comme ça, Christian Perrin. C'est un oui, profilage physique. Et le profilage tout physique, à fait. c'est très, très mauvais. L'opération a commencé déjà. Vous savez de ce qui se passe. Donc, les policiers ne font plus partie de cette histoire. Donc, c'est maintenant nous. La GER, on a pris cette histoire entre nos mains. Donc, si tu as des frères et sœurs ou des amis qui rentrent souvent tard à la maison, dis-leur de bien voir l'heure. Parce que, à défaut de coiffe, à défaut d'habillement, tout ça, ça compte maintenant. Le président lui-même nous a donné carte blanche de passer à l'acte. Donc pour nous, ça sera comme une punition si on ne passe pas à l'acte, car il y aura des gens qui sont là pour nous surveiller afin que notre mission puisse bien se passer. Nous, les gens de la GER, la DGSP. Donc, défaut d'habillement, de coiffe, tout ça. Le défaut de langage, quand tu t'exprimes comme un Kuluna, tout ça. Et quand on te surprend la nuit, des heures tardives, on te pose des questions, tu n'arrives pas à répondre, pourquoi, tu es dehors. Donc, comme on fait des patrouilles comme ça, donc, seulement les patrouilles comme ça, on va pas te dire que non, on va pas te préciser à quel moment tu vas mourir. Dès que tu tournes seulement le dos, une balle dans la tête. Donc, c'est un peu ça. Hein? C'est très mauvais d'utiliser ce type de méthode dans un pays. Évidemment, Georges Goma, je parlais évidemment de ce délit de sale gueule, parce qu'évidemment, hein, on a constaté, et souvent c'est des préjugés, puisqu'aujourd'hui, l'opération a pris une autre tournure. La DGST s'intéresse désormais, je l'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu, aux taximotos. La raison évoquée, c'est que les bébés noirs utiliseraient les taximotos. Donc, alors, comme ils utilisent des taximotos désormais, voilà, tout motard qui n'a pas sa documentation nécessaire pour justifier évidemment l'acquisition de sa moto, la moto est brisée, elle est détruite. Je vous propose de suivre un extrait voilà, d'une vidéo et on revient sur le plateau pour le commentaire. Suivez. Voilà, Georges Goma, désormais les motos sont détruites, lorsque vous ne présentez pas votre documentation, puisque les motos, entre guillemets, c'est aussi une arme pour les bébés noirs. Voilà pourquoi nous parlions tout à l'heure du délit de sale gueule, des préjugés comme ça établis pour, exprimer la violence. Absolument, Christian, mais c'est dans la suite de ce qu'on a dit là. On va entamer cette partie, cette dimension de la chose. Mais je voudrais quand même ressouligner ceci, que en se comportant de cette façon-là, ben, les jeunes, au fond, ne sont plus perçus comme des sujets de droit, Christian Perrin, mais comme des corps à éliminer, voilà, des figures de danger en tant que telles. Mais maintenant, aller casser
les moyens de travail dont ces jeunes-là utilisent pour essayer de survivre dans un régime qui leur a bouché complètement leur horizon, avec qui a pris la volonté. Hein? Il faut dire les choses comme il se passe, comme il se trouve, Christian Perrin. C'est une volonté manifeste de boucher l'avenir des jeunes, de les condamner à l'oisiveté, de les condamner à la pauvreté et de les condamner à la criminalité. Il faut que les gens arrivent à bien faire cette corrélation-là, Christian Perrin. Ben, ils diront Vous que ne vous donnez êtes en pas de train travail aux jeunes, ceux qui nous suivent, hein, il y a une partie de la population congolaise mais qui est non, en mais train il de faut dire éduquer vous êtes cette en train de partie de la défendre, population. vous êtes en Il train faut de défendre les bébés noirs, c'est ce qu'ils vont Mais dire. non, non, on ne défend pas les bébés noirs, il faut qu'ils s'arrêtent avec cette instrumentalisation. Nous avons toujours dit que les bébés noirs, c'est des criminels. Mais dans un état de droit, les criminels sont appréhendés et donnés devant la justice de la République. On n'a jamais dit qu'on allait soutenir les bébés noirs. Mais si les gens nous suivent, il faut qu'ils comprennent une fois de plus, je le redis encore, les bébés noirs sont une émanation du régime en place. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un régime prenne toute une année à dire que c'est l'année de la jeunesse et qu'il n'y a aucun emploi qui est créé pour cette jeunesse-là et ils courent à tuer cette jeunesse-là parce que c'est la même jeunesse. Ils ont des petites copines, ils ont des enfants qui naissent, ils ont besoin de vivre également au quotidien en tant que tels. Mais si vous leur donnez pas ça, vous leur fermez complètement cette perspective-là, alors que ce n'est pas l'argent qui manque au pays. L'argent, ils dilapident l'argent, des milliards et des milliards qui sont en train de dilapider. Mais si je reprends toujours le même exemple que je prends, c'est la fille d'Okemba, ou si c'était Okemba, comment on l'appelle, ou l'ancien de la police, là, comment on l'appelle, celui qu'on a remercié Jean-François là. Ndengue, Ndenge ou Okemba ou que sais-je encore, le fameux 1,5 milliard à son copain. Ça, c'est seulement un petit truc comme ça, là. Mais il y a une grosse forêt derrière, là, qui cache la forêt, là. Vous voyez? Mais si on avait pris seulement 1,5 milliard, qu'est-ce qu'on pouvait pas faire pour les jeunes? Donc, vous voyez que le régime a sciemment pris la décision de boucher l'avenir des jeunes. Parce qu'on n'a rien fait pour ces jeunes-là. Et voilà les jeunes qui se débrouillent pour acheter un moyen roulant pour nourrir leur famille. Et mais qu'est-ce que la machine a à voir? Mais ils n'ont pas de fourrière là-bas. Mais prenez ces engins-là, allez mettre dans des fourrières. Et puis les jeunes viendront se justifier. C'est mon appareil, c'est ma moto. Et puis, il va se justifier. Mais on ne casse pas. Vous voyez que les enfants, au lieu de les prendre et mettre devant la justice, on les tue. Les moyens de travail qu'ils ont, au lieu de les mettre en fourrière, on les tue également. Parce que les appareils sont tués. Donc c'est pourquoi nous disons que le mot tuer, la mort est devenu un élément presque le plus important dans la circularité du pouvoir au Congo-Brazzaville. Il n'y a que la mort. Il faut donner la mort aux individus, il faut donner la mort aux choses. oui, mais On tue les Georges Goma, entreprises, pardon, il y on a un tue petit les bébés. élément, il y a un petit détail qu'il nous faut évidemment aussi analyser, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ces jeunes qu'on est en train d'abattre en public devant parents ou enfants, Voilà. c'est des jeunes qui, bon, enfin, supposés avoir posé des actes, donc qui ont un passif à donner, mais parce on les a pas saisis, on les a pas attrapés sur les faits, parce qu'ils ont un passif. C'est ce que moi j'ai cru comprendre. Et dans le même temps, il y a bien d'autres politiques ou politiciens congolais qui ont un passif beaucoup plus lourd que ces jeunes. On peut citer Sassou Nguesso lui-même. La conférence nationale l'a reconnu responsable de plus de 3000 assassinats politiques allant du 7 mars au 2 avril 1977. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a un acte qui existe, c'est l'acte 284. Donc, en réalité, s'il y a un premier bébé noir qu'il fallait, je ne dis pas tuer, parce que ce n'est pas normal, mais qu'il faut arrêter et présenter devant la justice, c'est bien Denis Sassou Nguesso. Après, tous ceux qui l'entourent, Oboa qui est en train de mener cette opération. Les gens connaissent bien le passé d'Oboa. C'est un cobra. Ça veut dire que lui également a eu à tuer Attends, dans mais ça, on l'a l'illégalité.
Et moi, donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut aujourd'hui, bah, après on dira oui, vous défendez. Non, on ne défend pas les Non. Koulouna. On est clair là-dessus, personne ne défend les Koulouna. Ou les bébés Bon, noirs, voilà, puisque chez nous, on les appelle les bébés noirs, de l'autre côté de Kinshasa, c'est des Koulouna. Personne ne défend les bébés noirs. Il faut les arrêter parce qu'ils sont dangereux, les présenter devant la justice, que leur culpabilité soit établie et non aller les arrêter parce qu'on suppose qu'ils auraient commis. C'est bon. là où ça ne marche pas. Et nous avons dit tout à l'heure, l'autre volet qu'on a abordé, c'est de se poser la question, mais pourquoi est-ce que, lorsqu'il s'agit de ces jeunes, on les abat froidement, et ceux qui sont allés tuer M. Obambi, ceux-là, on les met devant la justice. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui cloche, Christian Perrin. Il y a les bébés en col blanc. Il y a des bébés noirs en col blanc. Il y a des Koulouna en col blanc. Quand on... Écoutez, ça me pousse encore à redire ceci. Vous savez, toute idée de réhabilitation de ces jeunes est exclue de ces gens au pouvoir. Et les voix que nous entendons sur les médias sociaux, combien sont-ils et qui vont jusqu'à dire que les Congolais à 99,9%, mais ça c'est insultant de dire des choses comme ça. Comment ils peuvent... En fait, quelle est la preuve de l'enquête qu'ils ont menée auprès de tous les Congolais, y compris même ceux qui voient leurs enfants tués? Parce qu'il y en a qui ont dit que leur enfant n'est pas Koulouna et leur enfant n'est pas. Et puis, il y a beaucoup de témoignages aussi. Ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils ont tué les gens par erreur, avec le délit de sale gueule, comme on venait de le dire, Christian Perrin. Donc, il faut quand même qu'on soit sérieux. Et puis, je vais encore renouveler cette demande-là. Nous sommes tous des Congolais et nous sommes fiers d'être Congolais. Et ça nous fait très mal de voir comment est-ce que le Congo est en train d'être détruit alors qu'on pouvait utiliser ce temps-là pour améliorer un tout petit pays, un pays de cocagne. Vous savez, un pays de cocagne, c'est quoi? C'est un pays d'abondance. C'est un pays d'abondance, le Congo-Brazzaville. On a une pluviométrie extraordinaire. Nous avons des forêts, nous avons des rivières pleines de poissons. Nous avons vraiment des conditions nécessaires pour développer un pays de 5 millions d'habitants seulement et l'un des plus riches d'Afrique. Donc le Congo, c'est un pays de cocagne. Mais si on est pauvre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une élite politique qui a pris comme ça la décision de squatter ou de pirater les allées du pouvoir et qui en use et en abuse en insultant les Congolais. Parce que c'est un but à atteindre que les Congolais soient pauvres. On a dit aussi que les étrangers prospèrent au Congo-Brazzaville et donc la prospérité des étrangers est inversement proportionnelle à la prospérité des Congolais. Ça, c'est quand même des objets, des choses que l'on remarque, même un aveugle peut voir ces choses-là. Donc, on est face à un système qui est là pour détruire. Ils ont beau dire, ils vont détruire. Maintenant, comment, tu as posé la question, mais comment peut-on voir que la population soit entraînée un peu dans le sens d'Oboa? Mais c'est tout à fait normal que la population soit indignée face aux méfaits des bébés noirs. Ça, nous tous, nous sommes indignés par rapport à ça. Ça, je peux pas laisser passer. Si tu tues une personne, tu es un criminel. Ta place n'est pas dans la liberté, ta place est au gnouf. Ta place est en prison. Et tu dois écoper en fonction, n'est-ce pas, de la criminalité dont tu as été responsable. Mais cela ne doit pas s'arrêter seulement à ces jeunes qui tuent à l'arme blanche. Cela doit s'étendre à ceux qui tuent avec les orgues de Staline. Vous comprenez bien Ils ont cela? massacré les jeunes au beach de Brazzaville. On a massacré les jeunes au beach de Brazzaville. On a reconnu que nous avons massacré les jeunes au beach de Brazzaville. Ils ont reconnu qu'ils ont massacré les jeunes dans les commissariats de police, des institutions sacrées qui ne devaient pas être des lieux, des abattoirs. Mais au Congo-Brazzaville, les commissariats de police deviennent des abattoirs. Et alors, ce qu'on ne voit pas pendant que nous dormons, les patrouilles de nuit de ces gens-là. Mais allez-y voir aussi, on nous dit qu'il y a beaucoup de gens dans les morgues de Brazzaville, beaucoup de morgues, de personnes dans les morgues. Et ils avaient dit à une époque aussi
publiquement que l'industrie qui fait plus de l'accumulation du capital, ce sont les morgues. Mais attendez, franchement, mais les chercheurs de l'université Marien Ngouabi devaient quand même essayer de travailler un peu sur le statut de la mort au Congo-Brazzaville, pour bien comprendre un peu comment est-ce que la circularité de l'action politique, on sert et on porte avec lui, n'est-ce pas, la mort des Congolais. Oui, bien entendu que tous les corbillards appartiennent à une Nguesso. Ah, Donc, ben c'est la voilà, vérité. ben voilà. Et ça Ça, peut se cela ne comprendre. veut pas dire, Ça voilà. peut se comprendre. Alors tout à l'heure, on parlait donc de la terreur que le régime de Brazzaville veut entretenir pour certainement dissuader les jeunes qui veulent évidemment passer à l'acte. Quand je dis acte, hein, je pense au Népal, je pense à Madagascar, je pense au Maroc. Je vais vous proposer un petit élément d'un jeune à Pointe-Noire qui a échappé à un enlèvement et on revient sur le plateau. Goudron be na tala goudron ye mazome va na site mezo bi muko ena muko fuye ki makudia. Yavana ba quelle heure? Yavana ba 20h. 19h presque 20h. Les me kuenda me sumba bim bien retour muna vutka make me croiser ba voiture zoli. Deux voitures noires ya malmalu. Ba me garer, moi me garer na matola munu ya kaki me garer na matola voiture. Mais pas durer ba me basiki da ba portière ba basika ba deux jeunes mais ba ke ba vra ba mpinga ba ke nini. Bami basika bana approcher maintenant ela mu les bana kuiza ela mu almosi mu fallait mu vutu manima les vutu manima crier pour crier mu crier que baza sos ko intimider mu fallait me kim na kacha pousse les me kim na pousse bana bomi ba me démarrer ba me kum na site côté mu vanda ka ba yinge surveiller congé ba gardien mu skina ela caterpillar kuna ba me so si kina pende yande sina bomi fallait me kim iba kwenda ba na gare na ela belle vie na zulu kuna depuis na ba 20h na te au moins il y a 23h ou 22h marqué, il démarrer, il va donc il y a déjà plus de 5e personne, donc 5e personne va m'envie dans l'outan à Silabe Tcharouta. Donc ma zone si nous vendons vigilant quand journal ma zone nous faut à propos na goudron avec depuis 20h. Donc moi rater pour kidnapper moun. Alors Georges Goma, en sus donc de l'opération Zéro Bébé Noir. Un autre phénomène, vous avez entendu le jeune dire qu'il a échappé à un enlèvement et 5 autres personnes étaient dans la même situation que lui. Donc, à côté de cette opération qui traumatise la population, la vérité c'est ça. Au début, hein, il y avait un engouement de la population. Mais au fur et à mesure, nous recevons des messages pour dire oui, au début j'ai soutenu cette opération, mais là, on ne comprend plus ce qui se passe, ça devient trop violent et moi j'ai perdu. Et voilà ce que ça donne. Et donc, à côté de cette opération, nous avons parlé des taxis-motos qui sont en train d'être brisés et certainement qui vont passer aussi, comme qui dirait, aux véhicules à 4 roues, parce qu'il y a ceux qui opèrent aussi avec les véhicules à 4 roues, je pense aux taxis. Ça, tout le monde le sait. Est-ce qu'ils vont passer aussi à l'acte pour commencer à briser les taxis? Ça, je n'en sais pas, mais tout est donc possible au Congo, Brazzaville. Alors là, nous venons d'écouter ce jeune qui dit qu'il a failli être enlevé. Et il dit 5 autres se sont retrouvés dans la même situation que lui. Et vous étiez en train de dire tout à l'heure que finalement, c'est je ne sais pas, un plan qui a été savamment pensé, organisé pour effrayer, apeurer les jeunes, sinon, voilà, éliminer toute personne qu'ils jugeraient, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le délit de sale gueule. C'est-à-dire toute personne qu'ils trouvent un peu bizarre, bon, on peut l'enlever et puis l'exécuter. Bon, Christian Perrin, les réalités que nous vivons sont bien sûr des réalités sociales, ce sont bien sûr des réalités politiques, c'est des réalités politiques, c'est des réalités idéologiques aussi, peut-être, quoique, mais c'est aussi des réalités symboliques. C'est-à-dire? Est-ce qu'on n'a pas entendu des gens se lever pour dire « Ah, le besoin du sang est vite arrivé » Mais quand la personne dit le besoin du sang est vite arrivé, tu ne vois pas le sang en présence. C'est quoi un symbole? C'est une réalité qui n'est pas présente là, mais qui évoque quand même une démarche, quelque chose de tangible. Mais ça, c'est difficile à prouver, hein. Très difficile à prouver, ça.
Oui, mais les choses symboliques, c'est pas facile à prouver, mais il faut quand même réfléchir. Le besoin du sang est vite arrivé. Quand ils le disent, ils ont besoin du sang pour que le système puisse fonctionner là. Les enlèvements, mais les enlèvements, pourquoi on enlève les gens souvent? Mais ils enlèvent des gens aussi, surtout quand vous n'êtes pas vu. Mais ils enlèvent pour les faire d'autres pratiques aussi, que sais-je encore. C'est pas moi qui le dis. Quand on voit la franc-maçonnerie qu'il y a, aujourd'hui, on ne peut pas faire la politique au Congo sans être dans la franc-maçonnerie. C'est La la condition franc-maçonnerie, sine il faut préciser la qua non. franc-maçonnerie congolaise, qui en réalité Congolaise, je veux n'a dire. rien Hein? à voir avec. Voilà, absolument. Et d'autres pratiques aussi. Je sais très bien qu'ils sont friands des autres pratiques occultes. Il y a de l'obscurantisme et de l'occultisme dans tout ça. Tout ça, ce sont des choses qui sont tout à fait symboliques, là. Voyez? Donc, les enlèvements, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et ils procèdent par ça. C'est l'une des méthodes qu'ils ont à enlever les gens. Monsieur le docteur Nzabana nous dira des choses là-dessus. Le jeune Chris Ndongi nous dira des choses là-dessus. Il y a d'autres aussi qui ont été enlevés maintenant qu'on nous dit qu'ils sont repartis vers le système et tout cela, je n'en sais rien. Mais l'enlèvement reste quand même une méthode bien appréciée par le régime en place. Ça nous rappelle un peu les enfants de Mukondo, là. J'étais à Mukondo en plus pendant cette période-là. J'étais à Mukondo, nous habitons à Mukondo, c'était dans notre quartier, on venait prendre les enfants de Mukondo, là, en effet. On enlevait les organes génitaux et tout, tralala. Et c'est pas fini jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à le faire. Donc, il y a ce côté de la vie aussi. Ils savent très bien, mais quand ils disent là, ben écoute, on a entendu dire aussi, hein, il n'y a pas de raison que nous ne croyons pas à ce qui arrive à nos oreilles. On peut en faire, on peut prendre un peu avec des pincettes, mais quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. On dit qu'il y a des sacrifices dans le régime, il y a des femmes des uns et des autres qui meurent par-ci par-là, il y a des enfants des uns et des autres qui meurent par-ci par-là, et puis on se demande toujours ben, comment est-ce qu'ils arrivent à en mourir. La femme de, comment on l'appelle, les grands travaux, là, les grands travaux, comment on l'appelle, Jean-Jacques Bouillard, Bouya. Monsieur Bouillard, il a perdu sa femme également, mais on a tous vu les images, non? Les images, quand on les voit, de toutes les façons, les images, chacun en fait une interprétation. On voyait très bien qu'il était bougon, là. Il était bougon. Hein? Tous les autres étaient là. Monsieur Sassou était les autres étaient là, mais c'est sa femme qui venait de mourir. Mais il était bougon, bien sûr. Il peut être malheureux parce que sa femme est partie, mais être bougon, c'est que quelque part, on se dit, ben oui, Bozo Motonangaï, en tant que tel. Ça, c'est leur affaire là-dedans. Mais il y a un impact sur notre société. Il faut en parler, il faut en parler. Georges Goma, nous allons terminer. Il nous reste à peine voilà 3 minutes et c'est par cette question que nous allons conclure. Votre réponse sera donc la conclusion de cette émission. Nous passons donc à ces dossiers des demandeurs d'emploi à la fonction publique. Des dossiers, une pile de dossiers a été retrouvée jetée dans la rue dans une poubelle. À la minute, il y a un dossier, tu vas prier fort. Non, ça c'est pas possible. Vous avez dossier, mais dossier en haut, prophète, Sakoli, et aussi, dossier en haut, tout la fonction publique va boire dans la voirie. Dossier la fonction publique va boire dans la voirie. Quand la voirie, elle a biseau. La puissance physique, tout ça là. On a des demande. Attends. On prend ça. La demande. Bon, après, on nous dira, de toute façon, les candidats n'ont pas été retenus, donc c'est sans importance. Mais ici, je veux m'intéresser au secret de l'information. Pourquoi jeter des dossiers comme ça dans la rue? Ailleurs, on les broie ou on archive les dossiers. Quelle lecture faites-vous de cette attitude administrative? Écoute, déjà, la première remarque, c'est un État déchu. C'est un État déstructuré parce que jamais, jamais dans un État organisé, on verrait des dossiers, n'est-ce pas, jetés en pâture dans la rue. Et on a vu des documents importants être emballés par les femmes dans les marchés pour emballer les beignets. Mais est-ce qu'on sait au moins ce qu'on appelle les archives? Un État digne de ce nom, vous allez aux archives de Paris et là, Christian Perrin,
je vous le recommande. J'ai fréquenté les archives de Paris, pas loin de Beaubourg, mais c'est un délice aller dans les archives de Paris. Si je veux avoir des documents des années 520 à 940, eh ben je donne mon sujet et puis on va me diriger là où on a stocké, n'est-ce pas, les éléments de cette période lointaine. Et prenez ces périodes-là, vous allez voir des choses extraordinaires, des signatures, des messages, des lettres, des courriers, des documents avec des signatures des personnes de cette époque-là. Mais ça vous fait frémir de bonheur de voir qu'il y a plus de 1500 ans, voilà ce qu'on écrivait, voilà ce qu'on écrivait. Ici à Québec, nous avons les archives de Québec, c'est la même chose. Mais quand dans chaque administration, après une périodicité, on empaquette tout, on scelle et puis on va mettre dans les archives, bien cadenassées. Maintenant, avec le numérique, c'est nettement mieux maintenant de les garder dans le cloud, dans les nuages. Donc, des choses comme ça, dans la rue, ça montre évidemment un État qui est désordonné, qui est déstructuré, qui est déchu. C'est la déchéance d'un État. C'est-à-dire qu'ils ne sont là que pour évacuer leur vie quotidienne. C'est-à-dire qu'ils sont assis là, ils sont au pouvoir, ils évacuent leur vie quotidienne jusqu'à la mort du patriarche. Là où ils vont peut-être bien réfléchir. Ah, maintenant, comme le patriarche est décédé, comment on va faire? Sinon, mais demandez au ministère des Affaires étrangères qu'il vous fasse le bilan de l'année. Est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. Allez au ministère de l'Industrie, faites-nous le bilan. Qu'est-ce que vous avez produit au ministère? Il n'y a rien. Allez au ministère de la Santé ou que sais-je encore, faites-nous un peu le bilan de l'année. Qu'est-ce qu'on va trouver? Il n'y a rien. Il ne faut rien. Donc, c'est un État qui est là, qui fout absolument rien. Hein? Donc, les archives qui se retrouvent là, et puis, ma foi, mais non, mais écoutez, vous l'avez dit, non? Mais le secret professionnel, on n'entend pas que la vie des gens soit comme ça, jetée en pâture dans la rue. Ça, c'est condamnable. Hein? Les États organisés ne font pas des choses comme ça. Voilà. Hein? Et ça Donc, a c'est nécessité une là que je peux dire. interpellation d'ailleurs des auteurs de cet acte. Ils devaient être interpellés normalement. Mais qui va les interpeller puisque la justice ne fonctionne pas, Christian, toi aussi? Hein? On a besoin d'une cure pour ce pays. On a besoin d'une opération de salubrité publique au Congo-Brazzaville. On a besoin d'une opération de salubrité. Le système congolais ne fonctionne pas. Il n'y a que des individus qui ont piraté les allées du pouvoir, qui évacuent qui se donnent, n'est-ce pas, à la vie, c'est-à-dire qu'ils ne se cachent même pas, hein, ils se cachent même pas. Les gens sont en train de tirer le diable par la queue, ils sont dans des grosses fêtes, dans des jets privés. Oh, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Hein? Et avec un État comme ça, vous pensez que c'est un État? Ce n'est pas du tout un État, je suis désolé. Et nous le dirons toujours parce que quand même, nous avons l'intelligence nécessaire pour, n'est-ce pas, identifier un peu ce genre de choses. Et nous avons longtemps vécu. Parfois, on nous taxe, ah ben oui, ceux qui sont déjà déconnectés. Ah, vous êtes déconnectés de la réalité. Mais cette réalité, vous pensez que c'est sur cette réalité-là on va travailler sur cette réalité pourrie? Mais non, 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 non. Non, mais La il réalité faut que vous rentrer au vivez, Congo pour aller voilà, vivre la réalité congolaise. Et puis, voilà. ben non, non, mais la réalité congolaise, elle a changé. Nous avons besoin d'un changement sociétal au Congo-Brazzaville parce que ça ne fonctionne pas. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là. M. Denis Sassou Nguesso est revenu depuis 27 ans maintenant, depuis 1997 à maintenant 28 ans maintenant. Hein? Et pourtant, il est seul. Il est seul physiquement. Il n'y a pas d'autres machins. Tous ses contemporains ne sont plus là. Il est seul constitutionnellement, institutionnellement, sur tous les plans. Monsieur Denis Sassou, il n'y a personne qui lui fait de l'ombrage. Personne. Puisqu'il a appuyé toutes les personnes qui pouvaient lui faire de l'ombrage. Mais alors, le problème est où? Qu'est-ce qui lui empêche de développer le pays alors qu'il est seul? Il règne sur tout le Congo. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Lissouba a régné le peu de temps qu'il a machin. Combien de gens sont partis en prison? Même quand on a pris son grand frère et Maurice Nguesso et puis les Kunzu, paix à son âme là. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas sorti? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas sorti pour dire que Lissouba a en train d'emprisonner les gens? Mais attends, mais il y avait quand même un faisceau d'indices qui montraient que c'était normal qu'on puisse interpeller Maurice Nguesso et les Kunzu. Mais ils en ont fait toute une histoire. Maintenant, il faut comparer avec tout ce qu'ils font avec, sur ce genre de choses.
Et je voudrais quand même aussi dire ceci, peut-être pour terminer là-dessus, que nous l'avons souvent demandé. Parce que malgré la critique que nous faisons, quand on reste tranquille, oh, mais quel beau pays, le Congo-Brazzaville. Oh, quel beau pays très riche sur le plan culturel, sur le plan ethnique, sur tous ces plans-là. Donc nous nous retrouvons finalement étant tous des Congolais qui aimons ce pays, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pouvoir. Et pourtant, nous avons toujours demandé, mais discutons. Pourquoi ne répondent pas? Je le reformule encore. Mais sur des sujets comme ça, faisons des débats. Maintenant, avec le numérique aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être ensemble pour faire un débat. Je demande clairement avec une personne que je connais très bien, qui est M. Mongala Thierry, que nous avons travaillé ensemble pendant qu'on était dans l'opposition. Mais faisons des débats. Je demande à M. Bouya aussi, pendant que nous y sommes, avec les responsabilités qu'il a eues là, mais qu'il accepte qu'on fasse des débats. Je demande à toutes ces personnes-là, ceux qui soutiennent le régime en place, discutons pour voir ensemble où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour qu'on essaie de remettre ce pays en route. Et puis aussi, si on remet le pays en route, c'est leurs descendants aussi qui seront protégés là-dessus quand même aussi. Hein? Demain, ils peuvent être 6 pieds sous terre, mais derrière eux, il y a quand même toute une descendance pour lequel monsieur le général Nyangabwala disait, mais l'avenir d'Emboshi, c'est une question sérieuse, ça, sincèrement. Elle n'est pas sérieuse parce que rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé, ils pensent que les choses seront toujours comme ça. Mais quand quelque chose arrivera, c'est là où ils prendront l'importance de cette question-là et ils vont commencer maintenant à déranger les gens. Mais oui, faisons ça. Mais oui, mais quand vous étiez au pouvoir, vous avez repoussé quand même ça. Voilà, Georges Goma, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grand merci d'avoir été avec nous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin, vous l'avez constaté, et nous vous quittons donc sur ces images des dossiers de demande d'emploi, curieusement, qui se sont retrouvés dans la poubelle. Mais vraiment, c'est inédit, et on l'a dit tout à l'heure, c'est l'expression même d'un État failli. Un État failli, plus rien ne marche. C'est pas moi qui le dis, c'est le constat, les éléments sont là, d'appréciation. Merci, et donc on se retrouve très prochainement. À la minute, il y a un dossier, je vais prier fort. Non, ça, c'est pas possible. Vous avez des dossiers, mais des dossiers en haut. Prophète, Sakoli, et aussi, des dossiers en haut, tout la fonction publique va boire dans la voirie. Les dossiers, la fonction publique va boire dans la voirie. Quand la voirie, elle a biseau. Tout haut. Tout haut. Tu n'as pas comment il y a masse à mon haut. Mais c'est méchant, hein? Tout haut. Ah, t'as la batte de fois. Comment vous avez des prier au tir, je vais te gêner. Tu sais, ça là. Oh, tu vas faire une chose à l'assistance physique, tout ça là. On a pas de demande. Attends. On prend ça. La demande. Diplôme.